Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline Matrulot, nutrithérapeute fonctionnelle. J'accompagne les femmes souffrant de SOPK afin de soulager leurs symptômes et améliorer leur fertilité. J'ai souhaité faire quelques vidéos pour présenter cette pathologie et quelques axes de travail pour améliorer les symptômes dus au SOPK. Selon un questionnaire que j'ai créé en 2020, sur 174 femmes interrogées souffrant de SOPK, 40% pensent que le diagnostic est arrivé trop tardivement et que beaucoup de temps a malheureusement été perdu. Donc, suite à la lecture de cette phrase, c'est là que j'ai souhaité en fait me spécialiser dans cette pathologie parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le diagnostic est trop tardif pour ces femmes. La souffrance est là et il y a, si vous voulez, un lien avec la fertilité, puisque on s'aperçoit souvent de ce syndrome lorsqu'on a un désir de grossesse, et donc forcément, le temps est compté. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que l'approche aujourd'hui est très médicalisée, très médicamenteuse, alors qu'on peut fournir à ces patientes d'autres alternatives plus naturelles, plus systémiques, pour améliorer leurs symptômes et leur fertilité. Donc, comment définir le syndrome des ovaires polykystiques? Donc, c'est en 1935 que deux médecins, Dr Stan et Leventhal, se sont aperçus par imagerie médicale de la présence de nombreux follicules dans les ovaires de certaines femmes. Ils ont pris ça à l'origine comme des kystes ovariens, mais on s'est aperçu bien plus tard que ça n'en était pas et que c'était des follicules qui n'arrivaient pas à maturité. Et donc, c'est en 1990 que le National Institute for Health commença à mettre un nom sur ce syndrome, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Et c'est en 2008, au meeting de Rotterdam, un meeting international, qu'ont été définis les critères spécifiques pour qualifier les symptômes des femmes correspondant au syndrome des ovaires polykystiques. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques répond à des critères spécifiques, donc les critères de Rotterdam, comme on vient d'en parler. Il faut répondre à 3 de ces spécificités. Donc, la femme doit présenter une hyperandrogénie avec un taux d'androgène élevé biologiquement et les symptômes associés comme de l'acné, de l'hirsutisme et de l'alopécie. Elles doivent avoir un cycle menstruel déréglé, donc soit une aménorrhée complète, soit des cycles supérieurs à 35 jours ou des cycles très très courts. Et ensuite, par imagerie, on peut détecter la présence de nombreux follicules dans les ovaires, au minimum 12, qui font de 2 à 9 mm. Donc, je vais vous présenter un cycle menstruel classique. Il est d'une durée d'environ 28 jours, divisé en 2 grandes phases qu'on peut rediviser en sous-phases. Donc, la première phase, la phase folliculaire, démarre le premier jour des règles et s'arrête à la période d'ovulation. Elle dure en moyenne 14 jours. C'est la période où le follicule va se développer. Les follicules vont se développer de plus en plus et un particulièrement qu'on va appeler le dominant va arriver à maturité pour ensuite qu'ait lieu l'ovulation. Donc lors de cette phase, au niveau hormonal, on a des taux FSH qui sont plutôt élevés puisque c'est l'hormone qui va développer le follicule dominant et le taux de LH augmente petit à petit pour atteindre son pic vers le 14e jour et déclencher l'ovulation. Il y a d'autres symptômes donc liés au cycle dans cette période-là que vous pouvez voir sur l'image. Ensuite, vers le 14e jour, donc l'ovocyte est évacué, c'est l'ovulation. Il va ensuite parcourir les trompes de Fallope pour rejoindre l'utérus.
et se nicher dans l'endomètre. Et pour cela, il faut un taux de progestérone assez élevé. C'est le taux de progestérone qui va développer la muqueuse utérine pour que se fixe l'ovocyte qui aura été fécondé lors de l'ovulation. Et donc cette phase s'appelle la phase lutéale. Elle est à dominance progestérone, comme je viens de vous le dire. Et si l'ovocyte n'a pas été fécondé, 2-3 jours avant le 28e jour, les taux des hormones chutent et donc a lieu le déclenchement des règles. Alors, qu'est-ce qui se passe chez la femme souffrant de SOPK? On a un dérèglement assez net entre le rapport FSH-LH, où le taux de LH est finalement nettement trop élevé et il bloque le choix folliculaire, le développement d'un follicule dominant, et donc l'ovulation ne peut pas se faire. D'où si aucune ovulation, aménorrhée ou des cycles extrêmement longs. Donc au niveau des hormones non plus stéroïdiennes, euh, on va parler de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Donc l'hypothalamus va libérer la GnRH qui va permettre d'être un messager pour l'hypophyse et qui va déclencher ensuite la libération de la FSH et de la LH pour que l'ovulation se fasse correctement. Et donc, chez les femmes SOPK, les structures régulatrices de l'hypothalamus sont complètement perturbées et ce qui crée cette modification du ratio LH-FSH. Sur cette image, vous pouvez donc voir deux ovaires, un ovaire normal avec un follicule qui se développe progressivement jusqu'à maturité et donc l'ovocyte est libéré. Le corps jaune ensuite va permettre le déclenchement de la progestérone, entre autres, pour développer la muqueuse utérine. À droite, vous pouvez constater donc un ovaire polykystique où là le développement est bloqué et on arrive à de multiples follicules qui restent immatures dans l'ovaire. Donc les principaux symptômes, les femmes souffrant de SOPK vont se plaindre d'une pilosité excessive, ce qu'on appelle de l'hirsutisme, à peu près sur toutes les parties du corps. Dr Galway a développé une table d'évaluation pour essayer d'évaluer le niveau d'hirsutisme de la femme présentant ce symptôme, qu'on peut facilement avoir accès sur Internet. La présence d'acné sur le visage, mais aussi sur le dos, sur les bras, sur la poitrine. Donc il y a une production excessive d'hormones androgènes et qui produit en excès également du sébum dans la peau et donc déclenche l'acné. L'alopécie, donc certaines femmes souffrant de SOPK vont souffrir d'une perte de cheveux. Une perte de cheveux malheureusement difficilement réversible au début puisque un cheveu peut mettre 12 mois à pousser. Donc même quand le syndrome est, on va dire, canalisé et la femme retrouve un niveau d'hormones normal qui permet un fonctionnement normal, le cheveu va commencer à pousser, mais il va falloir 2 voire 3 ans pour retrouver un volume de cheveux confortable. Elle va souffrir de douleurs pelviennes, donc là qui sont dues au volume ovarien augmenté puisque la présence de nombreux follicules va augmenter le volume et donc va créer des douleurs pelviennes. On rencontre souvent associé donc au SOPK des problématiques de poids, souvent plutôt un excès de poids, mais aussi des femmes extrêmement minces qui souffrent de ce syndrome. Et donc souvent,
prise ou perte de poids est liée à l'insulinorésistance, au diabète de type 2, à de l'hypothyroïdie, à un syndrome métabolique qui sont associés au syndrome des ovaires polykystiques. Mais on peut également associer d'autres symptômes, comme l'acanthosis nigrans. C'est la présence de taches de couleur marbrée, un peu foncée dans le cou, souvent dans les plis du coude, des genoux. Et aussi des troubles du sommeil, des troubles gastriques, des dyslipidémies, un excès de cortisol, des migraines, de la fatigue, une absence de libido, des inflammations un peu partout dans le corps, une sensibilité accrue aux modifications hormonales. Souvent, elles supportent difficilement la prise de pilules contraceptives. Néanmoins, la pilule va cacher le syndrome des ovaires polykystiques et donc les symptômes associés tels que l'hirsutisme, l'alopécie et l'acné vont être nettement diminués, voire absents. Donc c'est souvent un traitement de première intention. Elles peuvent connaître des fausses couches et de l'infertilité. Néanmoins, l'infertilité n'est pas forcément associée au SOPK. La majorité des femmes souffrant de SOPK parviennent à arriver à une grossesse. De la dépression, des sautes d'humeur dus au syndrome ou pas, ou aux modifications hormonales, et de l'hypothyroïdie. Donc on classe souvent des pathologies en trois catégories distinctes, hein, psychologiques, gynécologiques et métaboliques. Donc ce sont les symptômes que je viens de vous dire classés dans les trois catégories. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le lien entre SOPK, syndrome métabolique et insulinorésistance. Merci.